Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble. Chanteur, musicien, membre du groupe Dionysos, réalisateur, scénariste et écrivain français. Il était venu nous voir pour son recueil de nouvelles Au merveilleux de l'enfance. Après Le chat du rabbin de Johann Sfar, Mathias Malzieu nous propose désormais une comédie musicale de poche, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, avec des matous et des fantômes aux éditions Albin Michel, accompagné de la bande originale du livre. D'ailleurs, le spectacle musical inspiré de celui-ci sera en tournée cette année jusqu'en 2026. Cela a déjà commencé. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité, et ce en direct sur Radio J, nos réseaux sociaux, radioj.fr. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Mathias Malzieu. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui pour la deuxième fois sur cette antenne. Je suis très heureuse de vous recevoir. Je tiens à dire quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait commun dans cette émission, qui est que vous êtes une des plus belles personnes que j'ai eu à rencontrer dans cette émission. Oh mais c'est adorable. Et c'est tout à fait sincère. C'est tout à fait sincère. Merci alors d'être mon invité pour découvrir votre actualité qui n'a pas dérogé à votre appétence pour le merveilleux et le fantastique que l'on vous connaît. Ah oui, c'est un outil absolument joyeux que je me mets à disposition quand je peux. Après, il y a toujours une posologie avec le merveilleux, avec la poésie, l'imagination. C'est-à-dire qu'il faut que ça complète le réel, mais il ne faut pas que ça soit une fuite. Et vraiment, toute l'idée de ce livre, c'était d'utiliser le merveilleux pour confronter le réel et ne pas le fuir. Exactement. En refermant ce livre qui s'intitule alors L'homme qui écoutait battre le cœur des chats aux éditions Albin Michel, je me suis dit, et je vous l'ai dit il y a quelques secondes, que ce livre allait me manquer. J'ai trouvé que c'était un très joli pansement sur la vie. C'était sa vocation aussi. Alors déjà, on essaye de penser soi-même et par soi-même, avec les deux orthographes de pensée. Parce que si on commence, surtout sur des sujets difficiles, à dire « Ah ben moi, je vais écrire ça et ça va faire du bien aux gens », on est dans une folle prétention. Alors que moi, j'essaye plutôt de mon côté de fabriquer une petite bouteille à la mer et d'être vraiment très concentré et très sincère dans sa conception. Et après, bon ben voilà, ça vient de sortir et les gens se l'approprient, des fois se l'échangent, la reproduisent et alors c'est exactement magique. Mais ça doit se passer après. Avant, je pense que le meilleur service que je peux rendre aux gens qui me lisent, et encore plus aux gens qui ont traversé des choses un peu similaires, c'est d'être le plus sincère possible et pas d'essayer de penser que. On va essayer d'expliquer doucement mais sûrement le sujet de ce livre-là. Mais d'abord, c'est un récit que vous qualifiez de surréaliste, qui est sous forme de comédie musicale de poche avec des chats, des fantômes. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de donner cette langue aux chats ? En fait, j'ai commencé par écrire un récit vraiment sur ce qui m'était arrivé, donc c'est-à-dire avec celle qui était ma compagne et qui maintenant est ma femme, Daria Nelson, une fausse couche qui a failli lui coûter la vie à 10 minutes près, une maltraitance gynécologique assez terrible. Donc j'ai eu besoin de mettre en place la distance et de passer par l'écrit. Sauf que j'ai mis 2 ans à ne pas écrire ce livre finalement, à écrire une version beaucoup trop collée. Et puis on a eu des chats dans la vraie vie. Et des fois, le merveilleux, il n'est pas forcément à l'autre bout de la terre, il est juste devant soi. Et les chats, dans leur rôle d'arbitre consolatoire, nous faisaient du bien dans le réel. Donc je me suis dit, dans le livre, il faut qu'il soit là. Et puis un jour, notre chatonne June a grignoté un livre dans mon hamac. Et je me suis dit, tiens, elle dévore les livres, c'est comme ça qu'elle se nourrit. Et c'est là que j'ai eu l'idée amusante de lui donner la parole finalement. Et c'était pas juste une petite coquetterie de surréaliste pour faire un livre qui parle, qui donne la parole aux chats. C'était vraiment, ça avait une vraie fonction narrative de renseigner le réel de ces chats qui nous apaisaient pour de vrai et qui tout à coup prenaient la parole. Puisque vous êtes l'homme qui écoutait battre le cœur des chats, on va rentrer dans l'aventure de Tornado avec le début, toujours le début. C'est l'histoire d'un chat qui parle. Enfin, qui parle. Il m'engueulerait s'il m'entendait parler de lui comme ça. Je ne suis certainement pas un chat qui parle ou ce genre de choses. Mais depuis que j'ai grignoté le livre qui traînait dans le hamac de celui qui se croit mon maître, des pensées me traversent. Ils m'ont appelé Tornado, comme le cheval de Zorro.
Sur l'échelle de Richter, de la mignonnerie, j'explose les compteurs de toutes sortes de lapins angora, pandarous, entre autres hérissons africains. Vous savez, ceux qui ressemblent à des porte-clés. Le fait est que mon ventre se remplit d'un liquide orange qui sent le parfum dont la mort s'asperge pour aller danser. Pourtant, je serais bien resté quelques années dans cette maison qui est un bateau à me bourrer la gueule en léchant mon pelage imbibé du parfum de celle qui se croit ma maîtresse, mais ils vont me piquer par amour la semaine prochaine. On comprend ici alors que votre chaton Tornado est condamné à mort avant finalement d'être condamné à vie ou à vivre, je dirais. On va y revenir. Mais c'est aussi l'histoire d'un autre chat qui parle, qui s'appelle June. C'est aussi l'histoire d'un autre chat qui parle aussi, tout en croquant les disques vinyles. Chacun son fétichisme. Je ne suis certainement pas un animal chantant ou ce genre de choses. Mais depuis que j'ai croqué l'album Doors Absolutely Life, qui traînait sur le bureau de celui qui se croit mon maître, les mélodies me traversent. Ils m'ont appelé June, comme June Carter Cash, la femme de feu Johnny le chanteur de country. Western, ajouterait celui qui se croit mon maître. Je chante pour le chaton quand il dort. Pas fort, juste de quoi imaginer qu'il pourrait m'écouter. J'aime prendre le temps de le regarder. J'en profite pour le toiletter de la tête aux pattes. Je vous entends penser, chères auditrices, auditeurs. Sachez que je me prends absolument pas pour sa mère. Vous savez, ceux qui se croient mes maîtres ont fait une fausse couche doublée d'une amouragie. Ce qui revient à dire que la belle Griffue a failli mourir à 10 minutes près. Depuis, ils ont laissé couler la scène jusqu'à ce que le printemps dore le fleuve à leur fin, puis ils m'ont adopté. Mathias Malzieu, on vient d'écouter finalement le début du livre parce qu'il commence comme ça. On écoute en même temps des reprises que vous chantez, on va y venir dans un instant. Vous êtes accompagné aussi par votre femme qui chante Daria aussi. Nelson. Daria Nelson. Vous racontez alors cette terrible histoire de maîtres, ceux qui se croient mes maîtres, tout le temps racontée par les chats qui survivent à cette terrible épreuve de la vie. C'est une histoire vraie que vous avez surmontée à deux, de façon magnifique, vous nous l'avez dit, grâce à ces deux petits poilus. Et dans votre cas, avec ce texte et d'autres œuvres qui en découlent, on l'a bien compris, c'est comme à votre habitude, je me permets de le dire, une manière de transformer et de si bien parler de la tristesse et du malheur. Oui, et surtout de ne pas tomber dans une victimologie. Dans le pathos. C'est ça. C'est pour ça que la version que j'avais écrite avant, qui s'appelait Réparer l'enfant, flirtait avec ça par un désir d'affronter tellement le réel. Elle était trop collée au réel, elle ne respirait pas. Pourtant, il y a quelques passages que j'ai repris quand même, donc ça sert toujours, c'est un cheminement. Mais là, le fait de passer par le biais des chats m'a mené l'humour possible, l'autodérision possible, la légèreté, le décalage poétique qui permettait de voyager plus léger, et du coup j'ai pu être plus profond en trouvant cette musique-là du livre. Alors, il faut dire que dans ce livre, les chats font office d'arbitre consolatoire avec bien sûr des fantômes dans le cœur des chats, Gaston et Macha, que vous appelez des enfantômes, que vous aurez sans doute appelé... j'imagine vos enfants de cette manière, peut-être que c'était choisi. C'était l'idée. C'est ce qu'on le comprend. C'est un baume consolateur pour vous, le vieil enfant à vie brise, comme vous dites tout le temps, et votre belle Griffue, votre femme Daria. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il y a deux histoires dans l'histoire. Il y a bien sûr cette histoire que vous avez vécue, mais aussi un chat, Tornado, qui a son histoire, qui est d'une grande importance, comme on l'a entendu au début, parce que lui aussi a un problème de santé et que vous allez tout faire pour le réparer. Et oui, c'est le deuxième fil narratif qui n'était pas prévu. C'est que ces fameux arbitres consolatoires, en plus, l'un d'entre eux était quelque peu défectueux, au point qu'on nous demande effectivement de le piquer et qu'on découvre vraiment la dernière minute qu'il y avait un traitement non homologué en France pour essayer de le sauver. Donc ça crée une tension supplémentaire. Alors ça, c'est aussi dans la vraie vie, mais du coup dans le livre, je me suis dit on va raconter ça aussi
parce que il y avait aussi cet écho, parce que moi j'étais greffé de la moelle osseuse il y a 10 ans. Et il avait un peu des constantes, comme on dit, des analyses qui étaient un peu similaires aux miennes. Donc il y avait beaucoup de choses qui remontaient, à la fois dans la possibilité d'aller mieux, et à la fois dans des choses qui ramenaient des traumatismes, à la fois de mon côté, du côté de Daria. Donc il a fallu trouver un chemin. Et ce livre, finalement, est la restitution du chemin qu'on a tenté de trouver, et qui est bien sûr toujours en mouvement. C'est pas parce qu'on a terminé le livre que l'histoire est gagnée, mais en tout cas, il y a eu un cheminement, et le fait de l'avoir écrit, et en plus maintenant de venir en parler avec vous, de chanter les chansons et d'être sur scène, en fait ça augmente, ça donne de l'amplitude au geste encore. Bien sûr. Ce livre, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, il est merveilleux. C'est pas pour reprendre les mots, je le pense tout à fait sincèrement, Mathias Malzieu. J'aime beaucoup la manière dont vous donnez la parole à ce chat, notamment Tornado. Il y a June aussi qui est extrêmement émouvante, même très marrante plutôt. Et puis, il vous appelle ceux qui se croient mes maîtres. Ouais. Et alors, il y a cette phrase, parce qu'il y a une piqûre assez quotidienne qui arrive à heure fixe. On va voir que vous allez vous y adonner vraiment avec toute votre âme, j'ai envie de dire. Et je voudrais lire un petit extrait pour vos auditeurs, la patte que vous avez pour le coup dans ce livre-là, qui est assez amusante. Ceux qui se croient mes maîtres viennent me chercher pour la piqûre. Je les vois s'appliquer à me faire le moins mal possible tous les soirs vers 19h30. Après avoir rangé les courses dans le frigidaire, après avoir couvert les patères de toutes sortes de capes, ils préparent le rituel. On pousse les fleurs, les petits paniers et les livres avant de m'installer sur la table d'opération de la cuisine. Et tout à coup, le feu sous ma peau. Mon corps se crispe, mais autant que faire se peut, je ne miaule pas. Il sourit comme de jeunes fiancés lorsque le liquide passe sans encombre. Il range le petit matériel et s'embrasse en me caressant. Laté qu'il est se met à croire au miracle. Son désir de me sauver frise le ridicule. La belle Griffue fait en sorte de ne pas abîmer son espoir. J'ai pensé à eux toute la nuit, qui a duré toute la journée, car c'est de nouveau l'heure du rituel, puis que prendre. J'attends mon incendie quotidien et les petites nourritures liquides auxquelles j'ai légèrement repris goût. June m'a parfaitement toiletté pendant mon sommeil. S'il décidait de m'empailler, je serais sur mon 31. Ouais. C'est très joli ce que vous nous racontez là, parce qu'il y a de la tristesse, mais il y a aussi beaucoup de joie finalement. Il y a des moments très amusants. Il y a ce moment où ce petit chat Tornado décide de s'en aller. Vous allez le retrouver par le grand fruit du hasard. Est-ce que ça, c'est un moment qui est réel ? Non, il est exagéré. Il y a 2 moments qui sont exagérés. Il a failli fuguer une fois où j'ai ramené un bouclier où j'étais aveuglé par les roses, comme je le dis. Et je bloquais la porte avec mon pied et il a essayé de filer. Donc je suis arrivé à l'intercepter. Et il y a une autre fois sur la terrasse aussi où il a fallu filer, mais il est jamais parti plus loin que la terrasse. Mais on se disait toujours que s'il avait filé, il se prendrait une raclée par la moindre souris qui croiserait. Donc ensuite là, c'est les petits jouets du raconteur d'histoire qui s'amuse avec ça. Mais à part ça, donc où j'ai poussé sa fugue pour augmenter finalement sa philosophie du moment et la psychologie du personnage. Sinon tout est vrai. L'autre chose qui n'est pas aussi vrai que ça, c'est on n'est pas allé jusqu'à chez le vétérinaire pour recevoir le coup de fil de l'éleveuse qui nous dit qu'il y a un traitement. On l'a su quelques jours avant, mais par contre, on avait déjà programmé de le piquer, on avait déjà pris la décision. Alors, on va voir que la fin est tout à fait heureuse. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce traitement très rapidement, Mathias Malzieu ? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui peut-être ont des petits chatons. Tout à fait. Et c'est important de le dire. Très important. Alors, donc, c'est une maladie qui s'appelle la PIF, péritonite infectieuse féline. Ça touche 5% des chats seulement. Mais malheureusement, jusqu'à l'heure, en France, les vétérinaires disaient il faut piquer le chat. Et ce traitement, donc nous, on l'a trouvé par des gens qui vous fournissent un petit peu de la contrebande en fait. Tout simplement, donc c'est toute une aventure et des péripéties. Il y a des gens aussi très volontaires qui font un travail extraordinaire. Mais entre-temps, le traitement a été homologué en France
Donc ça a l'avantage d'être plus facile pour se fournir, et puis beaucoup moins cher aussi, j'imagine, parce que donc voilà, donc je suis vraiment très très heureux pour tous ceux. Je sais que par exemple Stéphane, le bassiste de Dionysos, avec qui j'étais au téléphone 5 minutes encore avant d'être à l'antenne, lui il a fait piquer son chat pour la même chose un petit mois avant que Tornado, cette maladie. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens, et je suis très heureux, et notamment si en plus ce livre fait un petit peu connaître ça, déjà pour remercier les gens qui nous ont aidés, mais aussi pour les gens les vétérinaires qui seraient pas encore au courant, ou les gens qui paniqueraient. Est-ce qu'il y a un nom du traitement précis ? Je ne connais pas le nom du traitement, mais voilà. Il y a un traitement en tout cas pour la PIF. Et il est homologué. Mathias Malzieu, Tornado, on voit dans tout votre livre qu'on suit en fait se dérouler. Lui qui semble condamné à mort va finalement être condamné à vivre. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher, puisque dans votre manière de le raconter, de s'imaginer que c'est un petit peu vous deux aussi, votre femme avec vous. C'est le fait d'être condamné à vivre après quelque chose de très très difficile. Est-ce que le fait d'avoir sauvé ce petit chat, ce petit chaton, est aussi une victoire qui répare un peu la perte d'un enfant à naître ? Oui, c'est exactement ça. Il faut surtout pas faire d'analogie trop symétrique. Bien sûr. Un chat est un chat, c'est un amour extraordinaire, un chat. C'est très fort. Ce n'est pas à minimiser, mais l'analogie avec l'enfant ne fonctionne pas pour autant. Par contre, dans la consolation, c'est-à-dire que le chat en rien ne me rassure et me dit vous aurez un enfant un jour, ou quelque chose comme ça, ou je vais être comme mon enfant. Le chat justement a envie de le faire, mais ce n'est pas possible. Et c'est beau que ce ne soit pas possible aussi, parce que la consolation ne demande rien à l'espoir ni à l'avenir. Elle est sur le moment présent, comme une présence, comme la poésie, comme toutes ces choses-là qui se savourent petit pas par petit pas. Ça me rappelle ce que m'avait dit mon greffeur de moelle osseuse à l'époque. Il m'avait dit, il faut que tu fonctionnes comme un himalayiste. Si tu regardes le sommet tout de suite, ça va être très difficile. Mais si chaque jour suffit à sa peine, chaque jour suffit à sa joie, alors c'est possible. Et dans leur rythme de petites patounes, nos chats nous ont aidés vraiment à cheminer dans le livre, et je m'en suis servi, mais vraiment dans le réel également. Comment va Tornado aujourd'hui ? Il va super bien, c'est un gros matou de 5 kilos, même un peu plus maintenant je crois. Il est gentil comme tout. Alors des fois il pleure un peu la nuit, on se demande si c'est le traumatisme qui revient, parce que June ne le fait pas, mais voilà, on a une espèce de stéréo autour du lit avec 2 petits paniers et June et Tornado qui dorment des 2 côtés, et c'est un bonheur extraordinaire, c'est une complicité, et puis c'est la complicité de la question. C'est-à-dire que je sais que notamment dans tout ce qui est... J'avais entendu Delphine Orviller une fois en parler, disait que dans la culture juive, il y avait beaucoup la question plutôt que la réponse. Et j'aime que le chat pose des questions et fasse poser des questions. Des fois, il fait la même tête quand il vomit une boule de poil ou quand il est content. Donc, il a la poker face tout le temps, le chat. Et donc, il te fait poser les questions, mais par contre, par essence, il console. Il console et il pose des questions, donc c'est une belle dynamique pour essayer de cheminer et reprendre le sens de l'humour. Mathias Malzieu, il y a quelques jours, j'avais sur cette antenne Florence Belkacem, qui est une journaliste qui expliquait elle aussi son amour des chats, un amour presque impensable pour les animaux notamment. Et puis on était dans quelque chose d'un peu plus spirituel, comme on peut le revoir ou le sentir dans votre livre, où vous dites d'une certaine manière que les animaux, les chats en l'occurrence, voient les âmes. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Alors, j'aime la poésie de cette histoire. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est vrai. C'est-à-dire que c'est comme quand je viens de passer 3 semaines et demie en Islande. Eh bien, je suis passé près d'une cascade où normalement il y a des fées et des lutins. Le fait de savoir qu'il y a une histoire avec ça suffit à me stimuler. Je n'ai pas besoin de me dire « Ah ouais, il y a vraiment des fées » ou alors les chats, ils voient vraiment les fantômes. Mais par contre, la projection, est-ce que ça renseigne sur mon imagination et donc le réel ? Parce que l'imagination, c'est le réel, l'imagination, c'est l'empathie, c'est le rapport à l'autre, c'est l'humour, mais extraordinairement importante. Donc je ne suis pas mystique avec ça, mais c'est une forme de spiritualité parce que je me connecte à mon imagination, notamment grâce à eux. Vous parlez de l'europhone dans votre ouvrage. J'aimerais que vous expliquiez ce que c'est à nos auditeurs. L'europhone, ça aurait pu être un outil inventé, enfin en tout cas, l'europhone me vient directement de Vladimir Jankélévitch.
C'est-à-dire que lui, donc, il a théorisé le charme du je ne sais quoi et du presque rien, notamment dans des moments très difficiles dans la Shoah, etc., pendant la Shoah, et qui consistait donc à avoir une autonomie de la joie. Le bonheur, c'est la bonne nouvelle, c'est le chat va mieux, c'est le livre est sorti, les gens sont contents, tout ça, ça rend heureux mécaniquement. Mais par contre, d'avoir accès à sa propre joie, même quand ça va mal, c'est le charme du je ne sais quoi et du presque rien. Et je trouve que les chats ont ça, sont des luérophones. Et donc, un luérophone, c'est quelque chose qu'on arrive à allumer, même quand tout est noir, qu'il n'y a plus d'électricité, quand vous n'êtes pas, et il y a sa propre lumière qu'on doit aller chercher. Et évidemment, il y a des gens qui vous aident à tenir ce bleu de la flamme actif, même quand ça va pas. Et c'est évidemment le cas en premier lieu de ma femme, Daria Nelson, mais aussi de mes proches. Et les chats, je trouve que ils sont assez forts quand même pour arriver à protéger cette petite flamme au moment où elle vacille le plus. Cette lueur dans la nuit, d'ailleurs, les chats voient la nuit. Donc j'aimais bien cette idée. Cette jolie image. Vous abordez bien sûr le sujet du deuil par le biais des chats. Ça vous a permis aussi, Didou, de trouver la musique du livre. Comment ? Oui, parce que comme je vous le disais un tout petit peu en début d'émission, j'ai écrit donc ce premier livre qui était trop brut et qui était finalement, qui voulait tellement en découdre avec la situation et être le plus sincère possible que je manquais vraiment terriblement de recul. Alors que les chats, le fait de leur donner déjà, ça fait un recul. C'est comme quand on change la caméra d'angle, quand on réalise un film ou quand on prend une photo. En fait, ça m'a donné un autre éclairage et puis ça m'a permis de me moquer de moi-même aussi. Vous les faites chanter, ces chats, sur scène. Exactement. D'ailleurs, vous êtes grimé en chat. Je ne sais pas si on peut dire grimé non, d'ailleurs. j'ai un masque. Parce que vous avez un masque qui est assez imposant, assez sublime, bleu, tout à fait. très, très grand comme ça. Vous étiez sur scène il y a quelques jours. Vous serez en tournée avec un spectacle dans les jours, les semaines qui arrivent. Racontez-nous ce qui nous attend. Alors, effectivement, j'ai fait fabriquer dessiné d'abord par Sébastien Salaman, dit le Turc, avec qui on avait travaillé déjà avec Daria sur la symphonie du temps qui passe. On a fait tous les décors, il a dessiné le masque et la marionnette. Et moi, je porte un masque sur scène, ce qui me permet de me révéler. Et finalement, comme dans le livre, c'est le fait, par rapport à votre question précédente, d'être sous l'égide du chat qui m'a permis d'être encore plus vrai, comme dans la Commedia dell'arte. En fait, finalement, porter le masque m'a permis d'atteindre une réalité que je n'arrivais pas à atteindre sans le masque. Et sur scène, c'est la même chose. Mais sur scène, du coup, c'est une comédie musicale de poche, comme vous aviez dit tout à l'heure. J'ai un écran avec les décors qui me permettent de raconter la narration du film, donc fabriqué par Sébastien Le Turc. Je suis avec Mike, le guitariste de Dionysos, qui score. C'est comme un petit film sur scène, il fait vraiment les ambiances. Et c'est comme dans une comédie musicale parce que je chante, et parfois même en duo avec la voix donc de Daria, qui fait la voix de June à travers l'écran avec la marionnette. Et donc il y a plusieurs dimensions comme ça. Je raconte l'histoire en tant que Tornado, mais des fois j'enlève le masque et je suis un personnage qu'on ne trouve pas dans le livre, qui est le Monsieur Ellipse, le raconteur d'histoire, qui fait avancer l'histoire un peu plus vite parce que c'est la scène. Et donc il y a ça va de Madeleine de Proust, de Johnny Cash aux Doors, en passant par des plaisirs, je dirais, semi-coupables, de Magnolia Forever de Claude François, qui viennent plus de l'atelier de Daria quelque part, et bien sûr de cette formidable Lady Gaga dont je suis devenu un fan par Daria, mais vraiment je la trouve admirable. C'est une de mes chansons préférées, Magnolia Forever. J'ai décidé de la mettre. On va écouter un petit bout. Et puis on revient avec vous, évidemment, Mathias Malzieu sur Radio J. Avec plaisir, merci. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Je ne sais plus comment faire. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La victime de l'attentat commis ce matin dans la ville de Yokneam, dans le nord d'Israël, a été identifié. Moshe Horn, 85 ans, habitant du kibboutz d'Azoréa. Il est mort des suites de ses blessures après avoir été blessé par balle. Son assaillant, un arabe israélien de 26 ans, originaire de Wadi Hara, a été neutralisé sur place. Les forces de l'ordre ont procédé à des arrestations de membres de sa famille soupçonnés de complicité. Le président libanais Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam ont mené d'intenses échanges avec Paris et Washington pour éviter que Beyrouth ne soit bombardée par Israël. C'est ce que rapporte cet après-midi un responsable libanais à l'AFP, et ce alors que Tsahal a mené des frappes contre le sud du Liban samedi suite à des tirs de roquettes en direction d'Israël. 1130, c'est le nombre de manifestants interpellés à travers la Turquie depuis le début de la contestation déclenchée par l'arrestation mercredi du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Le candidat de l'opposition à la présidentielle a été incarcéré hier pour corruption. La Commission européenne exhorte Ankara à respecter les valeurs démocratiques. Cela se passe en Arabie Saoudite. La Russie et les États-Unis ont commencé cet après-midi leur pourparlers sur une trêve en Ukraine. Hier, les Américains ont échangé avec la délégation ukrainienne jusque tard dans la soirée. En France, enfin, l'audience du procès de Gérard Depardieu a commencé dans un climat tendu. L'acteur est accusé d'agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage. Le prévenu de 76 ans, déjà convoqué en octobre, ne s'était pas présenté au tribunal en raison de problèmes de santé selon son avocat. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Mathias Malzieu et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que l'avenir de votre famille est en Israël ? Préparons votre alia ensemble. L'Agence Juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à faire de votre rêve une réalité. Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi. Des spécialistes sont à votre disposition pour vous guider pas à pas dans votre projet d'Alia. Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 30 mars de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De
retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Mathias Malzieu, pour sa comédie musicale de poche, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats avec des chats et des fantômes aux éditions Albin Michel, accompagné de la bande originale du livre. Vous serez bien sûr en tournée, je le disais, vous avez commencé avec une date à Genève il y a quelques jours. Oui, c'était très très émouvant. C'est un spectacle évidemment qui demande moins physiquement que quand je saute partout avec Dionysos, mais qui demande plus encore en concentration, en intention, parce que c'est la première fois que je joue vraiment la comédie. J'avais déjà un peu fait de lecture, mais là vraiment il y a du par cœur, il y a le masque, je chante, et toute l'équipe est vraiment à fond avec nous. Et c'est une expérience que j'ai vraiment envie de continuer là sur toute l'année pour défendre ce texte et ce disque et même le spectacle en lui-même. Je crois que ce spectacle vous a donné également envie de faire la suite pour Dionysos, d'écrire la suite. Oui, c'est vrai que c'est un laboratoire de création avec Mike, le guitariste absolument génial. Et du coup, on a trouvé des nouvelles sonorités, des nouvelles choses, et même de mon côté, de nouvelles façons de raconter. Et même pour le prochain Dionysos, ça me donne déjà... j'ai déjà quelques idées, mais en tout cas, ça me donne de l'envie. Oui. Parce que les copains me manquent un peu quand même, aussi. Mais c'est dans ces creux et ces déliés-là que le désir est le plus important. Et du coup, on va pas refaire un Dionysos pour faire un Dionysos. Au contraire, là, je suis en train de m'inséminer du désir de la suite. On va partir ensemble au théâtre à présent, Mathias Malzieu. Au théâtre. Nous retrouvons Christophe Barbier pour nous emmener au théâtre parler de jeunes disparus. Bonjour Christophe. La perte d'un enfant, c'est la tragédie absolue, irréparable, inconsolable, quel que soit l'âge de l'enfant et même s'il était à naître. C'est pourquoi le deuil impossible perdure toute la vie. Mais la peur qu'arrive ce malheur hante aussi le théâtre. Un théâtre qui aborde rarement un sujet tellement effrayant. Un exemple qu'on oublie toujours, le malade imaginaire de Molière, quand Louison feint d'être morte parce que son père l'a flagellée. Eh bien, Argan s'effondre en pleurs et en remords. C'est terrifiant, on n'est plus dans la comédie. Et sous la plume de Racine, Andromaque, qui est prête à tout pour éviter que Pyrrhus n'exécute Astyanax, le fils qu'elle a eu avec Hector du temps de la splendeur de Troie. Plus près de nous, dans une pièce majeure du surréalisme, Victor ou les enfants au pouvoir, Roger Vitrac raconte comment un enfant de 9 ans décide de mourir le jour de son anniversaire, en faisant sauter toutes les hypocrisies de sa famille bourgeoise. C'est terrifiant. Il en est de même dans 6 personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello. Les personnages en question qui arrivent sur scène, que nous racontent-ils? Leur tragédie familiale, la mort d'une fillette qui va se noyer dans un étang et le suicide d'un adolescent. Ils cherchent désespérément un auteur pour écrire leur tragédie et si possible pour l'exorciser. Ces dernières années encore, ce thème a été abordé. Florian Zeller a écrit une pièce magnifique, Le Fils. Un couple séparé et confronté au malaise de son adolescent suicidaire. Comment empêcher le pire? À la fin de la pièce, l'adolescent est tiré d'affaire. Il est devenu un jeune auteur à succès. Sauf que c'est un rêve, c'est une hallucination. C'est le père qui l'imagine ainsi, alors que son fils s'est bel et bien suicidé des années plus tôt. On rêve la vie de l'enfant qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas eu. Yvon Attal, Rod Parado, Élodie Navarre, Consigny, tous les acteurs jouaient au plus juste dans Le Fils. On a pu voir aussi Julie Gaillet dans Rabbit Hole de David Lindsay Haber, une mise en scène de Claudia Stavisky. La vie est-elle possible pour un couple après la mort accidentelle de son petit garçon renversé par une voiture? La vie est-elle possible en fréquentant le jeune chauffeur de la voiture? Julie Gaillet était bouleversante de sobriété et d'émotions retenues en mère de famille. Un gros moment de finesse psychologique. Il y a aussi l'adaptation par Marianne Bassler de L'autre fille, le roman d'Annie Ernaux. Comment vivre avec le souvenir d'une sœur qui est disparue, mort-née avant votre propre naissance? Mais si on monte au théâtre antique, l'horreur de l'enfant mort prend une dimension encore supérieure, parce que l'enfant souvent est tué pour des vengeances familiales. Ainsi de Médée qui veut punir Jason pour son infidélité et devient infanticide. Ainsi aussi, à la source de la longue tragédie des Atrides, du meurtre affreux commis par le fondateur de la dynastie, Atrée. Il assassine ses neveux et il les fait manger, cuisiner dans une tourte à leur propre père, son frère Thyeste, qui a osé défier son autorité. L'enfant mort au théâtre
c'est toujours la tragédie, c'est toujours la terreur. Merci beaucoup Christophe Barbier. Tout de suite, cher. Très bon. Merci beaucoup Mathias Malzieu. On vous emmène avec Annabelle Guiraud. Le billet du jour. Bonjour chère Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Mathias. Bonjour. Dans cette chronique, c'est l'actualité qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Le 20 mars dernier, c'était la journée internationale du bonheur. Occasion aussi de retrouver les résultats de l'étude Ipsos Happiness Index 2025, menée par Ipsos en partenariat avec le CESI. Selon ce sondage, 73% des Français se disent heureux. La principale source de bonheur pour près de la moitié des Français, c'est la famille et les enfants. Une réponse qui se décroche significativement des autres sources de bonheur avec autrui. Ainsi, les relations amoureuses, se sentir aimé et les amitiés se partagent seulement 26 à 29% des réponses. Oui, vous avez bien entendu, seulement un peu plus d'un Français sur 4 estime que les relations amoureuses sont source de bonheur. Ça pèse autant que d'avoir un logement qui offre confort et sécurité. Des résultats qui font penser à la pyramide de Maslow. Vous savez, cette célèbre représentation des besoins humains et de la hiérarchisation. Le bonheur, un besoin ? C'est vrai que le bonheur est central dans nos vies. Mais sait-on seulement ce qu'il signifie et comment y accéder ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Aujourd'hui, le bonheur peut s'acheter. Oui, il existe des marchands de bonheur. On pourrait même dire des camelots du bonheur. Sur Internet, vous pouvez trouver des séminaires, bonheur d'être soi, des personnes autoproclamées coachs de vie spécialisées dans le bonheur. Le business du bonheur. Un vrai malheur pour le portefeuille. Car oui, le vrai bonheur, ça se vend pas. Il n'y a pas de vraie recette. Non, chacun a son bonheur à soi, il va se le construire. Le bonheur peut être induit par tellement de stimuli. Vous avez ces premiers rayons de soleil qui viennent réchauffer le cœur et les corps. Le bonheur, ça peut être aussi la joie immense de remporter le tournoi Destination, ou pour les footeux, la victoire 2-0 contre la Croatie, c'était hier soir, au tournoi de l'UEFA. Et puis, ça peut être aussi le bonheur d'amérir après plus de 9 mois coincé dans une station spatiale. Pour un artiste comme vous, Mathias, le bonheur, c'est aussi transmettre de belles émotions à votre public conquis par vos musiques et vos livres. Alors, vous l'aurez compris, il y a plein de raisons qui amènent au bonheur. Le bonheur, c'est aussi une matière à penser. Depuis des millénaires, le bonheur fait phosphorer de brillants philosophes. Il y a Confucius, vous en avez fait d'ailleurs allusion tout à l'heure, avec le bonheur qui réside dans la façon de gravir la montagne. Moi, je pensais aussi à Alain, philosophe du XXe siècle. Pour lui, le bonheur dépend d'abord d'une bonne disposition d'esprit et de notre action à combattre la tristesse. Le bonheur ne dépend pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on fait. Et dans un récent interview, vous avez dit « J'ai décidé d'être heureux. Le bonheur se décrète. » Vous avez décidé de passer à l'action et de ne pas vous laisser faire par la douleur et la tristesse. Chez vous, le mouvement a été initié, alimenté par la création, un antidote à la dépression. Pour vous, la création a permis de remettre en route la mécanique du bonheur, tel un cycle, le cycle du bonheur, réglé à bonne heure, par des hormones, les hormones du bonheur. Vous savez, ces fameuses molécules produites par notre corps et qui jouent un rôle essentiel dans notre bien-être au quotidien. Ces hormones du bonheur, c'est le quatuor DOSE. D-O-S-E. D comme dopamine, hormone de la motivation. O comme ocytocine, hormone de l'amour et du lien. S comme sérotonine, hormone de l'humeur. E comme endorphine pour ses effets antidouleur et anti-stress. Le bonheur, une question de dose. Dose de molécules booster de notre bonheur. C'était aussi du bonheur de faire cette chronique pour vous, Mathias. Et oui, vous l'avez compris. Il arrive l'heure pour moi d'accoster. Notre balade radiophonique sur la péniche du bonheur arrive à son terme. Quoi de mieux que de finir cette chronique avec une musique à effet boost avec vous et votre groupe Dionysos. C'est maintenant, c'est tout de suite avec Song for Jedi Music. Merci beaucoup. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour cette très jolie chronique comme tous les lundis Merci sur beaucoup. l'antenne de Radio J. Merci à vous. Très Allez beau. tout de suite, on va passer à un peu d'émotion avec l'introspection. L'introspection. Mathias Malzieu, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques phrases qui peuvent peut-être vous faire penser à un sentiment, une anecdote, une émotion. La première, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ah oui, c'est cette oscillation-là. Encore une fois, c'est une petite posologie parce que si on s'en va uniquement dans le rêve, on rate l'organique. Mais par contre, si on est trop, je dirais, cartésien,
comme on l'entend, parce que c'est plus complexe que ça, alors on perd toute la saveur, on perd toute l'étoffe de la surprise possible. La musique, la vie sans musique, est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Oui, c'est la chimie, la musique. Quand on développe une photo, il y a des bains de chimie. Et pour moi, la musique, que ça soit dans l'art ou dans la journée, en fait, donne une couleur aux émotions et elles adoucissent et elles exhortent à aller mieux. C'est donc la phrase de Kant, la musique est la langue des émotions. Oui. S'il y avait 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? 3 je dirais hypersensible, étourdi et joyeux. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Oui, complètement. C'est-à-dire que, et même le problème à résoudre, c'est presque la deuxième question. Parce que finalement, quand on résout, même si on n'y arrive pas, on se confronte et il se passe des choses intéressantes. Pour terminer, Mathias Malzieu, est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou un conseil qui vous accompagne au quotidien ? Il y en a énormément, mais c'est vrai que je vais revenir sur Vladimir Jankélévitch. Et c'est vrai que quand j'ai entendu cette phrase du charme, du je ne sais quoi et du presque rien, cette théorie, elle m'accompagne vraiment très très fort dans les moments où... Bien sûr, il y a le découragement qui arrive. Je suis un être humain, je suis pas plus fort que les autres. C'est pas parce que j'ai envie de cette philosophie-là que j'arrive à l'adapter tout le temps. Il y a des moments, je suis déprimé, il y a des moments, je me décourage. Mais pour sortir de ces moments de découragement, je me souviens toujours de Jankélévitch et de cette acuité, de cette pointe fine à aller chercher les lumières qui finalement vous remettent tout droit. Vous avez parlé de Jankélévitch et vous allez comprendre pourquoi je vous amène sur cela, parce que sur un tout autre sujet, Mathias Malzieu, je vous ai trouvé très très courageux de par déjà vos prises de position. Vous venez de signer une tribune collective dans Le Monde intitulée « Pour que l'antisionisme ne serve plus de prétexte à l'antisémitisme ». C'est à l'initiative du collectif Nous Vivrons qui a rassemblé 200 personnalités, parmi lesquelles Elisabeth Badinter, Aurore Berger ou encore François Hollande. Pourquoi vous vous êtes associés à eux ? Parce que je trouve que c'est juste et que j'ai l'impression encore qu'aujourd'hui, on doit pouvoir être, en tout cas pour mon cas, de gauche et pouvoir défendre une forme de nuance. Je crois que c'est un homme de théâtre qui disait la nuance est la nouvelle radicalité. Et pour moi aujourd'hui, que toutes les femmes puissent avoir les mêmes droits, quelle que soit leur orientation, leur religion, etc. C'est absolument capital. Ça devrait même pas se discuter normalement. Et moi, j'ai été éduqué comme ça dans cet antiracisme-là. Et donc, il doit être valable pour tout le monde à la même échelle et pour toutes les femmes. Donc, évidemment que en tant qu'universaliste de gauche laïque, j'essaie de défendre comme je peux à mon humble niveau tout le monde exactement à la même enseigne. Jankélévitch disait « L'antisionisme est une incroyable aubaine car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémites au nom de la démocratie. L'antisionisme et l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite et si les juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. Il ne serait plus nécessaire de les plaindre, ils auraient mérité leur sort. » Malheureusement, il y a le temps tel qu'on le connaît. Donc on peut pas retourner ne serait-ce qu'au début de l'émission si ce n'est pour la réécouter en replay, mais dans le temps réel non, mais dans le temps des histoires, des idées, des philosophes, c'est comme un petit palindrome dans lequel on peut rembobiner et c'est comme si Jankélévitch était là aujourd'hui dans le studio et qu'il avait écouté les dernières news. Merci beaucoup Mathias Malzieu. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Mathias. Bonjour. Alors, comme vous nous avez bien parlé du fantastique, Mathias Malzieu, de cette posologie de l'imagination
qui nous permet de penser les blessures de nos vies dans tous les sens du terme. Et vous donnez votre langue au chat pour donner une tonalité encore plus humaine à votre style. C'est ce que j'ai compris, le chat comme un intercesseur, celui qui seul peut donner une vitalité comique, une griffe légère aux affres de l'enfance et de l'amour. Mathias Malzieu, vous ne reculez pas devant le surréalisme. Le surréalisme des amours extraordinaires, car tout est relié à votre histoire de couple quand vous parlez. En fait, Daria Nelson, il suffit que vous prononciez son nom pour qu'on sache que vous l'aimez définitivement. Tout à fait. Daria Nelson, vous pouvez le répéter pour nous ? Daria Nelson. Ah oui, c'est ça. Daria Nelson, les chats n'ont pas la parole, mais je suis sûr que Jules et Tornado prononceraient ce nom comme vous, s'ils l'avaient. Daria Nelson. Moi, en écoutant comme ça, comme un leitmotiv, ce nom surgir à plusieurs reprises dans l'émission, je me suis dit que la péritonite infectieuse féline peut-être, la PIF, mais la possible amour fabuleuse, la PAF, ouais, bravo. Ça existait quand même. Alors Mathias Malzieu, vous êtes l'oscillation entre le rêve et la vie. Vous prenez à bras-le-corps la surprise du réel avec cette poésie nécessaire en cas de malheur. Voilà ce que je dirais. Il y a une musique à vous lire comme à vous écouter parler. Hypersensible, étourdi et joyeux, voilà ce que vous avez dit à Cyrielle. Et en le notant, je me disais, voilà, la seule chose qui n'induit peut-être pas de question, c'est comme une réponse. Hein, hypersensible, étourdi et joyeux, c'est le mot de passe, peut-être. Ce sont les mots de passe qu'on dit en cas de malheur, là encore, comme une réponse à tous les chats du monde qui nous regarderaient silencieux, qui nous laisseraient dans ce presque rien, cher à Vladimir Jankélévitch, pour nous faire entrevoir le grand tout. Ces mots qui seraient prononcés par ces chats, peut-être un jour, dans un monde magique, dans un monde qui n'existe pas, mais on sait bien que les mondes qui n'existent pas sont les mondes qui existent le plus. Ces mots prononcés par ces chats face à la haine du monde. Bravo et merci beaucoup. Et merci beaucoup Joseph Agostini, c'est notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J et tous les dimanches depuis cette année sur RTL dans Parlons-nous de 23h à 1h. Merci beaucoup merci Joseph. Beaucoup. Merci Cyrielle. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Merci beaucoup Mathias Malzieu. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu nous voir pour votre livre L'homme qui écoutait battre le cœur des chats, avec des chats et des fantômes aux éditions Albin Michel, accompagné de la bande originale du livre. On écoute l'hymne à l'amour que vous reprenez dans cet album-là, et j'imagine très bientôt sur scène à Paris. Je l'espère fortement, on viendra vous voir très nombreux. On suit les dates sur vos réseaux sociaux évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud. Et puis Ethan Anoukayev, on l'embrasse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. On se donne rendez-vous bien sûr demain, dès 15h, avec mon invité Jean-Paul Antoven pour son livre Je me retournerai souvent aux éditions Grasset. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal. Belle écoute sur Radio J. Si tu me le demandais, j'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demandais, on peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me le demandais. Si un jour